Je suis à la page 21 de mes notes de cours dans le chapitre 0, toujours à la section 5 sur la conversion d'unités. À cette page, on commence par une explication générale pour rappeler que quand on veut additionner des longueurs, des grandeurs physiques qui n'ont pas la même unité, il faut faire un ajustement des unités avant de pouvoir les additionner. Additionner des centimètres avec des millimètres, mais ça ne donne pas 0.6. Je ne peux pas faire 0.5 plus 0.1 va me donner 0.6. Donc, il faut que je fasse un ajustement, soit que je transforme le deuxième en centimètres en mettant mon facteur de conversion. Les conversions simples, c'est juste pour expliquer le principe. Donc, j'ai 0.5 cm, puis 0.1 mm, un coup multiplié par officiellement le facteur de conversion, ça donne 0.01 cm, et la réponse, c'est 0.51. C'est intuitif, quelqu'un pourrait me répondre automatiquement en voyant ça. Donc, je prends un exemple simple pour montrer que la méthode à utiliser. Ça aurait pu être les centimètres que je transforme en millimètres. Donc, évidemment, 0.5 cm, quelqu'un pourrait me répondre automatiquement que c'est 5 mm ou utilise le facteur de conversion. Et je vais arriver à 5.1 mm, qui est la même réponse que précédemment. Ou je pourrais convertir les deux parce que c'était demandé pour donner la réponse en mètres. Donc, cette fois-ci, les deux ont besoin d'être convertis. Mon 0.5 cm devient un 0.005 m, puis mon 1 mm devient une très petite valeur de mètre, et on additionne les deux. On poursuit à la même page avec un exemple qui se lit comme suit. Quelle est la distance totale parcourue en mètres? Si on vous demande de parcourir initialement 1.5 000, plus 100 mètres de plus, et finalement un dernier 150 cm de plus. Donc, on veut connaître la distance parcourue quand j'additionne 1.5 000, 100 mètres, puis 150 cm est égal à combien de mètres? Donc, j'ai traduit mon problème ici sous forme d'un langage mathématique ou physique. Évidemment, je ne peux pas additionner ces trois chiffres-là. Je vais devoir convertir, entre autres, mes 1000 pour avoir une réponse en mètres. Comment je fais ça? Deux façons. Soit que je fouille sur Internet, puis je me trouve un facteur de conversion qui me fait passer de 1000 à mètres directement, ce qui se trouve très bien sur Internet. Donc, je vais mettre 1000 en bas puis mètres en haut. Et je trouve les bons chiffres. C'est 1609 mètres pour un 1000. 1000 peut se barrer et j'ai ma réponse en mètres. Je n'ai pas accès à Internet, puis je ne connais pas ce 1609-là par cœur, mais il y a d'autres choses que je connais par cœur. Une traduction, une conversion un peu plus longue, justement pour retrouver ce facteur-là que j'ai utilisé en haut. Donc, un 1000, c'est vrai que ça donne 1609 mètres. Je peux convertir mon 1000 en pieds. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement un facteur facile à trouver, mais disons que j'ai réussi à trouver, puis c'est le seul que j'ai trouvé. Un 1000 américain, c'est 5280 feet ou pieds. Et là, à partir de là, je sais qu'un pied, c'est 12 pouces. Fait que je mets un feet en bas pour pouvoir effacer feet égale 12 pouces. Je suis capable de faire une conversion entre pouces et centimètres. Donc, 1 pouce, c'est 2,54 cm, mais je l'ai écrit sous forme de mètre. Pouce peut disparaître. 0.0254 mètres, c'est bel et bien 2,54 cm. Et ça me donne, quand je rentre ça sur une calculatrice, mon 1609 mètres, le chiffre que j'ai utilisé ici. J'aurais pu remplacer ce facteur-là par ces trois facteurs-là. Okay. Évidemment, il y a le 150 cm en bout qui n'est pas en mètres, mais ça, soit que j'utilise un facteur de conversion ou j'ai le droit de l'écrire directement là, quand on s'occupe juste de faire disparaître les centi, milli, kilos, méga, etc. Et je suis prêt à faire mon addition maintenant avec les trois nouveaux chiffres que j'ai. Donc, mon 2413,5, mon 100 mètres, puis mon 1,5 mètres, et produire ma réponse finale. Je suis à la page 22 du chapitre 0 de mes notes de cours, à la section où on va introduire le schéma général d'un système de contrôle de commande de procédés. Donc, pour les gens, particulièrement en technologie du génie électrique, c'est tout à fait approprié. Ce modèle-là vient de la Commission électrotechnique internationale et est utilisé également dans les documents du ministère de l'Enseignement concernant le programme de génie électrique. Donc, c'est un modèle qui va nous permettre de faire le lien avec les grandeurs physiques de procédés qu'on parle depuis, qu'on va parler tout au cours de l'année. Donc, pourquoi s'intéresser aux unités des grandeurs physiques? Pourquoi s'intéresser aux lois physiques qui régissent les relations entre ces grandeurs physiques-là? On va voir à quel endroit ça apparaît pour quelqu'un qui fait du contrôle de procédés.
Donc, c'est un modèle qui est particulièrement approprié aux automatismes et qui s'applique dans les faits à n'importe quelle application de contrôle de procédé. Okay? On va commencer par en haut complètement. Ce qu'on retrouve en haut de tout contrôle de procédé, c'est l'être humain, même si on automatise, si on fait contrôler par des machines. On a les utilisateurs humains ici qui vont interagir. Évidemment, ils n'interagissent pas directement avec la partie procédé. Okay? Ils vont interagir, sauf les gens qui font l'entretien, mais là on parle de l'opération courante là, pour le procédé. Ils vont interagir avec une interface, des ordinateurs, des écrans de contrôle qu'on va synthétiser ou qu'on va nommer le pupitre de commande, dans une salle de commande typiquement. Ils vont faire des demandes à l'ordinateur et ils vont recevoir de l'information de l'ordinateur sur comment ça se comporte présentement dans le procédé versus les demandes qu'on a faites. Le pupitre de commande va parler avec la vraie intelligence, non, je ne devrais pas dire la vraie intelligence, mais en tout cas, l'intelligence qui contrôle le procédé comme tel, en dehors de l'intelligence humaine. Donc, on transfère beaucoup de notre intelligence en programmant des ordinateurs. On essaie que ce soit l'ordinateur qui prenne des décisions basées sur des algorithmes de décision qu'on a programmés. Donc, ici, on retrouve ce qu'on appelle le système de commande, ou le contrôleur, ou l'ordinateur, ou l'automate programmable. Donc, ça, c'était tous des mots spécifiques que j'ai pris, mais le terme générique, on appelle ça les contrôleurs, excusez, ou le système de commande. Donc, ça, c'est la partie commande de mon procédé. Le pupitre de commande plus l'ordinateur, le système de commande, c'est ce qu'on appelle la partie commande. Souvent, c'est là qu'on retrouve l'électronique, les ordinateurs. Et après ça, on s'en va dans la partie procédé dans l'usine. Donc, au niveau des convoyeurs, des chariots élévateurs, des broyeurs, des pompes, des moteurs, etc. Donc, la partie où on retrouve des équipements qu'on va utiliser pour produire quelque chose, pour transformer quelque chose. Évidemment, si on veut agir sur le procédé, si on veut le transformer, ça va me prendre des choses qu'on va appeler des actionneurs. Et à l'inverse, si on veut savoir ce qui se passe dans le procédé, si on veut mesurer la température, si on a réussi à obtenir la température qu'on veut, si on veut vérifier si le débit est bon, etc., ça va nous prendre des capteurs. Okay? Donc, vous allez avoir des cours pour les gens en TGE, technique de génie électrique, vous allez avoir des cours particulièrement pour étudier ces choses-là. Évidemment, on veut agir sur un procédé, sur une température, sur un liquide qu'on veut maintenir à telle température, qu'on veut chauffer, sur la vitesse que des planches ou que des billots avancent sur un convoyeur pour aller les couper. Donc, on veut contrôler un paramètre dans l'usine. C'est ça nos grandeurs physiques, ce sont les paramètres qu'on veut contrôler. Donc, le système que l'on veut commander, on peut le définir par des grandeurs physiques sur lesquelles on veut agir, soit qu'on veut les maintenir à une valeur constante, soit qu'on veut les modifier selon un patron qu'on a décidé. Mais c'est ici qu'apparaissent nos grandeurs physiques. Et évidemment, si tu veux bien contrôler un système, puis que tu veux actionner en disant je vais ouvrir plus une valve ou moins, il faut que tu sois capable d'anticiper, de prévoir ce qui va se passer dans l'usine. De prévoir comment que les grandeurs physiques vont se comporter dans l'usine, ça demande une certaine connaissance des lois de la physique. Évidemment, pour le technicien, il ne va pas creuser ça autant qu'un ingénieur, mais ça prend quand même une base dans ce domaine-là. Souvent, le technicien va être appelé à contrôler l'ordinateur, le contrôleur qu'on a ici, qu'on va définir des entrées-sorties. Donc, évidemment, les actionneurs correspondent à des sorties du contrôleur et l'information qui est renvoyée vers le pupitre de commande correspond aussi à des sorties. L'ordinateur va recevoir des entrées à partir du pupitre de commande, savoir ce que l'être humain lui demande, puis il va recevoir des entrées au niveau des capteurs pour savoir comment ça réagit dans le procédé. Les actionneurs agissent sur les grandeurs physiques, les capteurs observent les grandeurs physiques. Donc, c'est ce qui est mentionné ici, E pour entrer, S pour sortir, et la physique, quel est son rôle à travers tout ça, je vous l'ai dit dans mes propres mots tout à l'heure. Je suis maintenant à la page 23, toujours du chapitre 0 de mes notes de cours. On a encore le schéma qu'on vient de voir à la page précédente, le schéma de contrôle de procédé. On y revient, mais maintenant on va mettre des exemples, même que j'en ai mentionné tout à l'heure, une liste d'équipements qu'on peut retrouver puis qui jouent un rôle dans chacune des boîtes qu'on a vues précédemment.
Donc, pupitre de commande, je vous ai donné des exemples tantôt de ce que c'est un pupitre de commande, donc l'interface homme-machine, des voyants, des lumières qui s'allument sur une console, des affichages, des ordinateurs, des interrupteurs pour qu'on puisse faire des demandes, des boutons poussoirs, arrêt, démarrage, etc. Un clavier d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, je l'ai déjà mentionné. Au niveau du contrôleur, des choses faciles à lesquelles on pense, automate programmable, en anglais PLC, ou automate programmable industriel en français, PLC pour Programmable Logic Controller. DCS, système de contrôle distribué, donc les lettres en anglais, les ordinateurs, les PC qu'on connaît, mais également les contrôleurs pneumatiques. C'est de l'intelligence, les contrôleurs pneumatiques. Les microcontrôleurs qui utilisent plus en électronique et les circuits logiques programmables, on peut plus utiliser en électronique aussi. Tout ça, c'est de l'intelligence. Mais la logique câblée, d'avoir un panneau à relais électromécanique, ça réalise des fonctions logiques, ça prend des décisions, donc c'est de l'intelligence, un panneau à relais. Les circuits intégrés, des petits chips électroniques, c'est de l'intelligence. Et encore une fois, la pneumatique ou l'hydraulique, là, ça peut être fait de façon câblée. Des exemples d'actionneurs qui vont agir sur ma variable, des vérins, des éléments chauffants pour chauffer la température, des moteurs, des pompes pour faire varier les débits, pour augmenter la pression, des valves pour ouvrir, fermer, jouer avec les débits, des soufflantes, pousser de l'air, des compresseurs pour mettre sous pression, soit l'air, soit autre chose, un émetteur radio lumineux, c'est un actionneur, des klaxons, c'est un actionneur, les capteurs, pour détecter comment que les variables de procédé se comportent, des interrupteurs de fin de course, optiques ou mécaniques, des thermocoupes pour mesurer la température, des débitmètres pour mesurer les débits, des retours de marge de moteur pour vérifier que le moteur fonctionne correctement, et des exemples de systèmes commandés. La matière, le matériel de l'usine, c'est fait partie du système commandé. Ça peut être des appareils, des dispositifs ou des instruments qu'on commande. Ça peut être des presses, des laminoirs, des scies, des réservoirs, des convoyeurs, des ponts roulants, des fours. Donc ça, c'est le système qu'on veut commander en termes d'équipement physique. Mais évidemment, à l'intérieur de ça, exemple d'un réservoir, je veux contrôler quelque chose en particulier. Donc oui, le liquide est dans un réservoir, mais il faut que j'arrive à trouver une grandeur physique sur laquelle je veux agir, une variable de procédé. Vous allez voir en instrumentation et contrôle, vous allez parler de variables de procédé. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire varier en agissant dessus. Et ces variables-là, ce sont des grandeurs physiques. Donc, en classe, souvent, je demande aux étudiants de m'en sortir. On peut essayer d'en trouver. La position, c'est une variable physique qu'on peut contrôler. La vitesse, je peux faire varier la vitesse de quelque chose dans mon procédé. Le niveau d'un réservoir, la pression à l'intérieur d'un liquide, d'un réservoir, le débit à l'intérieur d'une conduite, la température, le pH, l'humidité, la tension, le courant, ce sont tous des variables physiques que je peux contrôler. Donc, au lieu de le demander en classe, je vous demande de le prendre en note et de réaliser donc que quand je veux définir c'est quoi mon système commandé, je devrais parler à la fois de l'équipement, mais aussi de la variable. Dire, je veux contrôler la position d'un pont roulant. Je veux contrôler le niveau à l'intérieur d'un réservoir. Je veux contrôler la vitesse d'un convoyeur. Je veux contrôler le débit à l'intérieur d'une conduite, d'une canalisation. Vous voyez, il y a toujours les deux termes qui sont importants. La variable physique que je veux contrôler, puis elle fait partie de quel équipement.